Bonjour à tous. Bon, je vois que vous êtes déjà à 48 à être connectés. On va attendre encore une petite minute si ça vous va, pour laisser le temps à celles et ceux qui souhaitent participer à ce webinaire de 45 minutes sur le sujet qui s'affiche devant vous, hein, sur la directive NIS 2. On va regarder la synthèse de cette directive, qu'est-ce qui est attendu derrière les derniers textes, hein, en notre connaissance, avant la publication finale et définitive de la transposition locale, qui était initialement prévue demain. Et voilà, et hasard du calendrier, mais finalement, qui a finalement été reporté à une date ultérieure par l'ANSSI. Donc on va attendre encore une trentaine de secondes et on va pouvoir commencer ensemble. L'idée est aussi de vous faire part de quelques retours d'expérience que l'on a déjà eu sur le sujet d'accompagnement NIS 2 que l'on a entamé. Et bien sûr, vous avez la possibilité de participer au chat en envoyant vos questions et auxquelles on répondra avec grand plaisir. Allez, je vois qu'il est 9h33, vous êtes 57 en ligne pour le moment. Encore merci de votre participation en nombre, hein, à ce webinaire. Je me présente très rapidement. Je suis Nadir Djedid. Je suis le directeur du domaine conformité au sein de ForMind. J'ai 15 ans d'expérience dans la cybersécurité. J'étais enseignant-chercheur, donc un PhD en sécurité de l'information avant de changer de carrière, même si je ne me suis pas très éloigné de ce que je faisais avant. Je reste dans la cyber quand même, en tant que consultant au sein de ForMind, où j'occupe donc désormais ce poste de directeur de domaine qui comprend 5 offres distinctes autour de la conformité. On traite des sujets de conformité légale, réglementaire, mais aussi par rapport à des standards du marché connus et répandus. Donc, juste pour dérouler cette présentation, je souhaitais donc partager avec vous les objectifs, hein, de ce webinaire, hein, comprendre déjà les enjeux et objectifs de la directive NIS 2, voir ce qui a changé par rapport à NIS 1, identifier ce qui est ou qui est concerné et quelles sont les exigences cyber de NIS 2, et à la fin, regarder ensemble les obligations de supervision et les obligations et supervision des autorités. Quelles sont les obligations des entreprises vis-à-vis de la notification, par exemple, d'incidents ou de non-conformité, et quels sont les moyens aussi, les dispositifs que les autorités mettent en œuvre pour veiller à la bonne application de manière homogène de cette directive au sein des entreprises concernées. Mais avant cela, je souhaitais rapidement présenter ForMind pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, ForMind est un pure player en cybersécurité, c'est-à-dire qu'on ne fait que ça depuis la création de ForMind, bientôt 15 ans que l'on existe. Et donc, nous sommes spécialisés dans la cybersécurité. On traite des sujets à la fois techniques et organisationnels. On va voir par la suite un petit en détail les éléments clés ou les sujets clés traités au sein de notre cabinet. C'est un cabinet animé par trois grandes valeurs, hein, l'engagement, la bienveillance et l'excellence, et avec une couverture nationale quasiment pleine. On est présent à Paris, Rennes, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, mais aussi à l'international à travers nos antennes à Casablanca, Madrid et Montréal. Nous avons pour objectif d'atteindre le nombre de 350 collaborateurs à fin 2024, avec un chiffre d'affaires qui, en 2023, s'élevait à 32 millions d'euros. Nous avons aussi pu justifier notre qualité d'accompagnement, si j'ose dire, à travers nos certifications. On a le visa de l'ANSSI, on est considéré expert cyber, on a la qualification Calliope aussi pour les activités de formation. On est membre de l'initiative ou du projet ou de la démarche France Relance, et nous faisons partie aussi d'un certain nombre de cercles d'experts, notamment Exatrust,
et le campus cyber. Nous avons aussi quelques autres certifications. Nous sommes certifiés PASI RGS sur les 5 portées. Et puis nous sommes aussi certifiés ISO 27001 depuis 1 an aujourd'hui sur nos activités d'accompagnement et de conseil en gouvernance, risque et conformité. Voilà pour la petite présentation de Formind. Donc tout à l'heure, je parlais des offres de Formind qui se déclinent donc en plusieurs domaines que vous voyez ici devant vous. On a la partie qui est à droite qui concerne plutôt des sujets dits GRC, de gouvernance, risque et conformité. On va traiter des sujets type d'accompagnement CISO, dans la définition de la stratégie, de la gouvernance SSI. On va aussi appuyer le RSSI au quotidien dans ses activités. On réalise aussi des activités d'audit, que ce soit des audits techniques ou des audits organisationnels, parfois les deux même. On réalise ce qu'on appelle les audits 360 qui vont combiner audit technique et organisationnel avec le maximum de valeur ajoutée pour les entreprises qui nous engagent sur ces sujets-là. Et puis un peu plus classiquement, la gestion des risques, la cartographie des risques, l'analyse des risques, la réalisation des AIPD. On réalise aussi l'intégration de la sécurité dans les projets. Et enfin, le domaine qui nous concerne un peu plus, ou qui me concerne en tout cas, il est juste là, c'est la conformité. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va traiter des sujets d'audit, de préparation, d'audit à blanc avant la mise en conformité. On réalise aussi des missions de mise en œuvre de SMSI. On a réalisé une bonne vingtaine sur qui avait pour objectif l'obtention de la certification ISO 27001 ou HDRS ou ISO 27701, etc. Nous traitons aussi des sujets évidemment réglementaires tels que NIS2 voilà, et LPM. Et puis on traite aussi des sujets plutôt orientés secteur d'activité bancaire ou financier à travers DORA comme principal référentiel et puis aussi l'offre santé à travers laquelle on adresse les sujets de HDS et Ségur en santé. Voilà pour la petite présentation rapide de Formind et des offres de Formind. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, parler calendrier législatif de Nice 1 à Nice 2, on a pensé utile de rappeler ici très brièvement le jalonnement en fait ou la chronologie qu'a connue cette directive à travers donc l'adoption de Nice 1 en juillet 2016 et les évolutions que ce texte a connues jusqu'à aujourd'hui, donc octobre 2024, où la transposition de la directive était prévue pour le 17 octobre, mais la date a été décalée, même si aujourd'hui, nous, au Formind, en tant que on va dire, membre privilégié. On a le privilège de participer au groupe de travail de l'ANSSI pour décrire ou co-construire aussi, être interrogé, consulté sur le futur texte de Nice 2. Ça nous permet d'avoir une idée en avant-première de ce à quoi ça va ressembler. Et on commence à travers cela à accompagner les entreprises qui veulent anticiper un tant soit peu donc la mise en conformité à cette directive et ne pas subir finalement le calendrier une fois que la transposition sera définitive. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont motivé l'évolution de ce texte. D'abord, l'agrandissement ou l'élargissement du champ d'application. Avant, les OSE étaient les seuls concernés par NIS 1, tandis qu'aujourd'hui, le champ est beaucoup plus large. On verra dans quelques slides comment sur quels critères maintenant on se base pour déterminer si une entreprise est concernée ou non par NIS 2. Il s'agissait aussi de donner plus de clarté, plus de transparence sur les textes, les rendre les plus, les plus pragmatiques possibles à travers une dizaine d'objectifs de sécurité que l'on va voir un peu plus tard dans la présentation aussi, et qui ont été déclinés en 20, 10 mesures de sécurité qui ont été déclinées en 20 objectifs de sécurité par l'ANSSI dans la dernière version du projet de texte qui a été rédigé et partagé. Il s'agissait aussi d'uniformiser les pratiques. C'est un peu à l'image du RGPD qui est venu uniformiser les pratiques en termes de protection des données à caractère personnel. Mais il faut penser il faut se dire que NIS 2 finalement vient dans ce même objectif que de donner une lisibilité, une lecture commune à tous les pays sur le niveau de maturité de leurs sociétés les plus sensibles, identifiées comme entités
importantes ou essentielles. Ensuite, il y a aussi d'autres motivations, l'efficacité, le moyen de mise en œuvre, le partage de l'information aussi, le fait de capitaliser sur le vécu, sur les incidents, sur la veille technico-fonctionnelle que feraient les autres entreprises ou les autres sociétés soumises à NIS 2. Donc, l'idée ici est de renforcer ce partage pour en faire bénéficier un plus grand nombre. Voilà, globalement, ce qui a dû ou pu motiver cette évolution. Les principaux éléments à retenir ici de ce petit tableau comparatif et qui finalement reprend un petit peu ce que je viens de dire, c'est que aujourd'hui on parle voilà, d'un certain, enfin, d'un nouveau type, on définit les entités avec une nouvelle appellation. Avant, on parlait d'OSE, de FSN. Aujourd'hui, on parle plus d'entités essentielles, donc les EE et les entités importantes. On va voir par la suite ce que cela veut dire et qui sont identifiés par l'acronyme EI. Donc tout ça dans un objectif qui est décrit juste à droite, la coopération entre les États et la commission des NISA, le réseau des CCIRT aussi pour capitaliser, comme je disais, sur les différents incidents, pouvoir les anticiper autant que possible, partage d'informations volontaires et l'harmonisation. Donc tout ça a motivé encore une fois cette évolution et qui se matérialise par les quelques éléments que vous voyez ici en termes de structure, en termes de contexte. La coopération justement européenne et internationale, on peut la résumer en 3 grandes parties. On a d'abord le groupe de coopération européen. Ici, l'idée est de fournir des orientations stratégiques aux autorités compétentes pour qu'elles puissent donc traiter, accompagner les entités à gérer leur risque, tout simplement, à maîtriser le risque, si on veut parler de manière très globale. Évaluer régulièrement les cybermenaces dans l'Union européenne et indiquer une orientation stratégique au réseau des CCIRT. Donc le réseau des CCIRT qui est défini ici ou détaillé dans les objectifs où les activités sont détaillées dans la deuxième colonne, il va regrouper les CCIRT nationaux tout simplement des États membres. Alors, 4 objectifs que vous voyez ici, d'avoir l'échange d'informations sur les incidents et les menaces. Il sera aussi question d'assister les États membres en cas d'incident transfrontalier, identifier les potentielles menaces et alerter en conséquence, et puis enfin examiner des exercices de cybersécurité. Donc, tout ça est fait pour, encore une fois, une meilleure maîtrise des risques, une meilleure maîtrise de anticipation de la menace et avoir bien sûr à traiter le moins d'incidents possible ou mitiger en tout cas ou réduire leur impact lorsque cela est possible. Le troisième point, peut-être le plus différenciant par rapport à NIS 1, c'est la mise en place d'un réseau européen pour la préparation et la gestion de crises cyber. Donc ici, il s'agit de renforcer tout simplement le niveau de préparation des entreprises pour les rendre plus résilientes en cas de survenance d'un incident. Il s'agit aussi d'évaluer leur impact, leur niveau d'impact dans ces incidents-là, et puis développer une connaissance situationnelle partagée des crises cyber. Donc là encore, il s'agit de partager une sorte de veille technico-fonctionnelle, une veille sur la menace, pour permettre, encore une fois, aux entreprises de se préparer au mieux ou le mieux possible à ces incidents et les anticiper de la meilleure manière qui soit. Donc ça, c'était pour un petit peu le contexte, planter le décor. Nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail dans les objectifs cette fois-ci de NIS 2. On avait parlé des motivations du passage de NIS 1 vers NIS 2. Là, c'est les objectifs définis dans le texte. Donc, encore une fois, l'amélioration de la résilience reste le principal objectif, à côté de l'uniformisation des législations entre pays. La simplification de la lecture des différentes réglementations. Donc, l'idée, c'est de savoir évaluer de manière objective et pertinente le niveau de maturité cyber des organisations, des entités et d'autres pays et pouvoir les comparer avec les pratiques au sein de la France, par exemple, à celles qu'on impose aux entités françaises, et avoir une lisibilité donc commune et objective.
Et enfin, améliorer la coopération et la réactivité, bien sûr, des États membres en cas de cyberattaque. L'idée ici est de, oui, bien sûr, de travailler ensemble, de concert avec les autres États membres pour profiter de la force de frappe des États membres en termes de moyens de réaction aux incidents, de moyens d'anticipation, etc. Alors, pour savoir si on est éligible ou non à Nice 2, il y a un certain nombre de critères, hein. Il y en a 4 ici qu'on a résumés et qui émanent directement de la directive. D'abord, il s'agit d'une personne physique ou morale, donc dotée de la personnalité juridique, ayant à son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations. Donc, c'est ce que dit la directive texto. Euh, donc, au-delà de personnes physiques ou morales, il y a un deuxième critère qui concerne la taille de l'entreprise. Donc, ici, on a 3 grandes catégories. On a les entreprises dites intermédiaires ou grandes. On a les entreprises dites moyennes et les micro ou petites entreprises. On va voir par la suite comment on définit si on est plutôt dans la catégorie grande entreprise, moyenne ou micro, voire petite entreprise. Le troisième critère concerne, lui, la fourniture de services ou exerce son activité dans un secteur visé par la directive. Donc là, dans la directive, on a 2 annexes, dont on verra un petit peu le détail par la suite, qui déterminent les domaines d'activité concernés par NIS2, tout simplement. Donc, ce domaine d'activité combiné à la taille de l'entreprise nous permet de savoir si l'entreprise est considérée comme une entité essentielle ou importante. Voilà, tout simplement. Et le quatrième point, c'est que l'entreprise soit située au sein de l'Union européenne et dont l'un des secteurs d'activité visés par la directive. Il s'agit évidemment donc des entreprises basées en Europe, euh, mais aussi lorsqu'elles opèrent sur des données de citoyens européens, voilà, même si elles sont à l'étranger. C'est un petit peu dans la même doctrine, la même philosophie que le RGPD, qui s'applique aussi bien aux sociétés européennes que celles étrangères qui traitent des données personnelles de citoyens européens. En termes de périmètre, donc, on peut facilement imaginer que l'impact sera forcément dans le niveau d'applicabilité, hein, qui sera fortement élargi par rapport à ce qui se faisait dans NIS 1. On avait 7 secteurs d'activité principalement, 300 entreprises, environ 300 entreprises concernées. Aujourd'hui, avec NIS 2, on est plutôt sur 18 secteurs d'activité concernés et 20 000 entreprises et collectivités. On parle du niveau national, évidemment. Donc, concernant les entités essentielles et importantes, justement, on a ici un peu plus de détails. Donc, tout à l'heure, je décrivais que 2 annexes qui venaient avec et qui accompagnaient la directive, hein, l'annexe 1 et l'annexe 2. L'annexe 1 va déterminer les secteurs d'activité dits hautement critiques, que l'on voit ici, hein. On parle de l'énergie, les transports, santé, les banques, marché financier, eau potable, les eaux usées, gestion des services TIC, infrastructures numériques, administration publique et espace. Donc, c'est les grandes familles ou les grandes catégories qui ont été décrites dans cette annexe 1 et qui déterminent si l'activité est considérée comme hautement critique. Il y a une deuxième catégorie qui concerne un secteur d'activité critique. Donc, on n'est plus sur hautement critique, mais seulement critique. Et là, on parle des fournisseurs numériques, des fabrications, du domaine de la fabrication de produits chimiques, la gestion des déchets, la recherche, l'alimentation, la fabrication et les services postaux et de courrier. Donc voilà globalement ce qui est donc décrit dans ces 2 annexes. Et donc, le deuxième critère qui entre en jeu, au-delà de l'appartenance à l'une ou l'autre de ces familles de secteurs d'activité, il s'agit d'estimer la taille de l'entreprise. Quand on parle de taille, on parle de personnes, hein, de ressources humaines, mais aussi de chiffre d'affaires. Donc, ici, dans le petit encart que vous voyez ici à gauche, on a résumé la chose comme suit. Dans toutes les entreprises, les entités de grande taille, c'est-à-dire supérieures dans le nombre de personnes, est supérieur à 250 employés et le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros, réalisant une des activités énumérées dans l'annexe 1 de la directive. Donc là, on est on est considéré plutôt comme entité essentielle lorsqu'on répond à ces critères-là. Donc, on fait partie de l'annexe 1
et la taille de l'entreprise dépasse de l'entité, pardon, pas de l'entreprise, de l'entité. C'est important parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs entités et ces entités pourraient avoir plusieurs tailles différentes et donc être considérées entité essentielle si l'entité concernée par la fourniture d'un des services hautement critiques listés en annexe 1 dépassait les 250, les effectifs dépassaient les 250 employés et le chiffre d'affaires si le chiffre d'affaires dépassait les 50 millions. Et sont considérées comme entités importantes toutes les entités de taille moyenne, c'est-à-dire entre 50 et 250 employés, ou dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions, sans qu'il y ait de critères de taille, réalisant l'une des activités énumérées dans l'annexe 1 de la directive. Voilà. Donc, lorsqu'on est une taille moyenne réalisant une activité dans l'annexe 1, on est considéré comme entité importante. Et toutes les entités de taille moyenne et plus réalisant des activités correspondant au type des entités de l'annexe 2 donc, sont concernées donc, de facto comme entité importante. Voilà globalement comment on pourrait résumer les choses. Je vois défiler des questions, je vous promets d'y répondre. C'est juste pour maîtriser le temps imparti qui nous est accordé. Je me laisse de répondre aux questions à la fin de la présentation, si ça vous convient. Et petit rappel, j'en profite, si vous souhaitez avoir plus de détails ou recevoir aussi le support de présentation pour que vous puissiez peut-être le relire à tête reposée, n'hésitez pas à compléter le call to action que vous avez dû. Un lien qui vous permet de demander la participation ou demander à recevoir le support de présentation. Alors, je reprends. On a aussi des règles secondaires qui permettent d'affiner donc l'identification de ces entités essentielles. Donc, les opérateurs de services essentiels au sens de la directive NIS 1 sont considérés comme entités essentielles. Les entités critiques au sens de la directive de la résilience des entités critiques, le REC ou le REC. Les prestataires de services de confiance qualifiés et de registres de noms de domaine de premier niveau, ainsi que les fournisseurs de services DNS, quelle que soit leur taille. On a aussi les fournisseurs de réseaux publics, de communication électronique publique et de services de communication électronique accessibles au public de taille moyenne, et certaines entités désignées unitairement par l'État, directement au regard de certains critères spécifiques. Donc voilà ce qui peut compléter cette liste, on va dire, ces critères qui déterminent par défaut le fait d'être entité essentiellement importante. On a d'autres critères qui aussi rentrent en jeu et qui permettent de nous faire désigner entité essentielle si on répondait à ces critères-là. On a quelques secteurs d'activité qui seraient exemptés, donc tout ça, on le dit encore une fois avec des petites pincettes parce que tant que le texte définitif n'est pas publié, on pourrait avoir quelques changements. Donc NIS 2 ne s'applique pas aux entités publiques listées ci-dessous, la défense et la sécurité nationale, la sécurité publique, le maintien de l'ordre, le système judiciaire, le Parlement et les banques centrales. Voilà. Donc c'est ce que dit la directive à date, et c'est ce qui est décrit aussi dans les projets de texte de l'ANSSI à date. Mais il se peut que cette liste soit revue à la hausse, à la baisse, voilà, tout dépend de ce que décidera l'ANSSI, c'est ce qu'on indique ici. Voilà, c'est ce qu'on indique juste à côté. Donc l'ANSSI peut également exempter certaines entités si elles fournissent exclusivement leurs services aux entités publiques citées ci-contre. Donc on a ces entités-là, mais aussi finalement leurs fournisseurs de services exclusifs. C'est ce qu'il faut comprendre par là. Alors, il existe un outillage de l'ANSSI. Nous, on l'avait développé en interne. On le mettait à disposition de certaines entreprises qui se posaient la question de savoir si elles étaient ou pas concernées par NIS 2. Mais entre-temps, après cela, il y a l'ANSSI qui a publié son propre outil qui est consultable sur son site. Donc, n'hésitez pas, si la question se pose au sein de vos organisations, à compléter ce questionnaire pour savoir si vous êtes ou non concerné par NIS 2 et auquel cas, si
vous êtes considéré comme entité importante ou essentielle. Voilà pour la deuxième partie. Je check rapidement l'heure. Donc ça va, on est à peu près dans les temps. Les exigences de Nice 2 en matière de cybersécurité. Donc c'est là où je pense les choses vont devenir encore plus intéressantes parce que bon, définir si on est concerné, nous sommes concernés ou pas par Nice 2, ça peut se savoir assez rapidement. Si on est une entité essentielle et importante, on demande un petit exercice de savoir combien de personnes ou quels sont les effectifs réalisant ou appartenant à l'entité concernée par la fourniture de ce service-là, euh, qui fait partie de la famille des services ou des activités énumérées dans une des deux annexes, etc. Mais une fois que l'on a su cela, il s'agira maintenant de savoir où est-ce qu'on en est en termes de conformité, parce qu'on parle maintenant de conformité, pas d'homologation NIS 1 comme ce fut le cas avant, on parle de conformité à NIS 2. Une petite nuance qui aura plus ou moins de l'importance, certainement, mais voilà, on parle plutôt de conformité à NIS 2 plutôt que de l'homologation NIS 2, voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les mesures, justement, parlons-en un peu plus en détail. Voilà, elles sont toutes centralisées ou concentrées dans l'article 21 de la directive. Donc la doctrine, c'est avoir une approche tout risque qui vise à protéger les réseaux et les systèmes d'information ainsi que leur environnement physique contre les incidents. Ben, c'est ce qui est dit texto dans la directive. Et parmi les mesures de sécurité, on retrouve classiquement, bien sûr, le fait d'avoir un corpus documentaire, donc les politiques relatives à l'analyse de risque, à la sécurité des systèmes d'information. On aura aussi des thématiques en lien avec, qui concernent la gestion des incidents, la continuité d'activité, sécurité de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d'information, les politiques et procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques cyber, les pratiques de base en matière de cyber-hygiène et de formation à la cybersécurité, les politiques et procédures relatives à l'utilisation de la cryptographie et du chiffrement. Et enfin, la sécurité des ressources humaines, ainsi que les solutions d'authentification forte, de communication et de systèmes de communication d'urgence sécurisés. Donc voilà globalement ce que l'on retrouve dans la directive comme mesures de sécurité devant être appliquées. Donc c'est décrit en termes d'objectifs, bien sûr. L'idée est de les décliner de manière spécifique au sein de vos organisations pour les adapter à votre contexte. Et en partant de cette liste de mesures, l'ANSSI a pu les décliner en 20 objectifs cyber pour rendre les choses encore plus claires, encore plus pragmatiques, disons, euh, en regroupant finalement ces objectifs de cybersécurité en quatre grandes familles. Qu'on l'on voit ici, on a la famille d'objectifs autour de la gouvernance de la sécurité de l'information. On va retrouver la définition de ce qu'on appelle les systèmes d'information réglementés, ou les SIR, ou les CIR. C'est finalement le fait des activités d'identifier et de cartographier le système d'information qui va supporter la fourniture d'un service essentiel ou un service important. Voilà, tout simplement. Donc la cartographie, on entend par là identifier les processus métiers qui contribuent à la fourniture de ce service. Une fois qu'on a réalisé cette analyse des processus et des activités contribuant à la fourniture du service, qu'on peut peut-être rapprocher aux valeurs métiers pour les adeptes de l'EBIO-CRM, la méthode des bio-CRM. Donc, ça serait les valeurs métiers qui ensuite vont permettre d'identifier de manière plus, on va dire, plus pragmatique ou plus technique les actifs supports sur lesquels reposent ces valeurs métiers. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil, comme applicatif, comme réseau, comme infrastructure au sens large pour produire pour fournir ces services essentiels ou importants. Il s'agit donc de définir le cadre de gouvernance de la sécurité numérique. Il s'agira donc de définir les rôles, les responsabilités, la comitologie, définir des objectifs de sécurité qui soient en lien ou, on va dire, qui soient homogènes ou en cohérence avec des objectifs stratégiques d'une organisation, etc. On aura les activités de gestion des risques, l'écosystème ou la chaîne d'approvisionnement, d'acquisition, développement et maintenance des réseaux et des systèmes d'information. Il s'agira aussi de mettre en place le programme d'audit et les mesures de l'efficacité
ou la mesure de l'efficacité des mesures de sécurité, donc c'est les contrôles de sécurité. Et puis on a aussi les objectifs autour des activités RH et sécurité numérique, pratique de cyber-hygiène, voilà, quand on est dans une phase de recrutement, une phase après le départ des collaborateurs et pendant le travail ou la présence des collaborateurs au sein de l'organisation. Qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif pour maîtriser les risques émanant par le biais des ressources humaines. On a aussi une deuxième famille, disons, d'objectifs qui concerne la protection. Donc dans la protection, on va traiter les sujets de maîtrise des systèmes d'information réglementés et de tous les actifs concernés. C'est le pendant finalement du premier point sur la gouvernance. Le contrôle d'accès, on va être sur des sujets beaucoup plus opérationnels, hein, architecture, cryptographie, accès distant, protection contre les charges malveillantes, configuration des ressources IAM, gestion des incidents et les accès aux ressources, administration des réseaux, des ressources, pardon, bref. On est sur des sujets plutôt opérationnels, tandis qu'avant on était plutôt sur de la gouvernance, sur des sujets un peu plus haut niveau. Toujours dans la même veine, on a aussi une famille d'objectifs autour de la défense, ce qu'ils ont appelé la défense, donc supervision de la sécurité des systèmes d'information. Donc là, on est plus dans la supervision de la menace, on est plus sur la surveillance de la menace aussi, et des incidents, et préparer les éléments pour réagir à ces incidents dans les délais impartis, dans les plus brefs délais, et de manière la plus efficace et efficiente. Donc, globalement, rien de bien nouveau sur cette catégorie-là. Et puis la résilience, bien sûr, c'est le fait de garantir la continuité d'activité après la survenance d'un incident. Comment on réagit aux crises cyber, comment on les prépare en amont, vérifier les moyens de fonctionnement de ces capacités opérationnelles, c'est-à-dire réaliser des tests opérationnels pour voir si on serait prêt le jour où un incident surviendrait. Voilà. Globalement, on a ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 4 grandes familles d'objectifs. Donc les 20 objectifs ventilés sur ces 4 grandes familles et qui permettent finalement à anticiper la gouvernance de tous ces objectifs, à déléguer aussi des responsabilités, ne pas tout concentrer sur une seule ressource, une seule personne, comme le RSSI ou le DSI d'une entité, mais plutôt de responsabiliser les personnes à travers ce découpage avec des équipes qui seraient, elles, dédiées à la gouvernance, d'autres à la défense et encore d'autres pour la protection, etc. Voilà. Alors, il y a quelques exceptions, hein, notamment sur l'application des mesures. Les acteurs numériques correspondant au type d'entité listée ci-dessous sont. Là, on parle, oui, des acteurs numériques qui ne sont pas soumis aux exigences relatives aux mesures de sécurité transposées à l'échelle nationale, et donc qui sont listés juste là. Bon. C'est pour parfaite information. Pour ce qui est de la trajectoire de mise en conformité pour les entités, alors, ce qui est recommandé donc dans les textes, c'est que à partir du 17 avril déjà, date importante, 17 avril 2025, sous réserve que ça change avec le décalage de la transposition dans les textes nationaux, hein, mais il était décrit que le 17 avril 2025, au plus tard, serait la date butoir pour l'autodésignation des entités essentielles ou entités importantes. Donc là, il faut faire attention, ce n'est plus comme dans NIS 1 où on a été désigné par l'autorité. Il y a une démarche d'autodésignation, d'autodéclaration auprès des autorités du fait que l'on soit considéré comme une entité essentielle ou entité importante, bien sûr en appuyant cette autodésignation par des justificatifs, notamment sur le nombre de collaborateurs concernés, sur des éléments sur les chiffres d'affaires et sur la nature des activités ou des services fournis. Une fois que cette autodésignation est réalisée, vous avez 3 mois pour désigner le fameux SIR, hein, qu'on a évoqué un petit peu avant,
le système d'information réglementé, c'est-à-dire fournir la cartographie la plus précise possible à l'autorité de contrôle pour décrire sur quelles limites, comment on délimite finalement le périmètre d'applicabilité de NIS 2 et sur quelle base, avec justification des services fournis, en quoi peuvent être considérés comme essentiels ou importants et sur quel système d'information ces services-là reposent. Donc, définir et mettre à disposition de l'autorité de contrôle cette cartographie du SIR 3 mois après le 17 avril. Donc là, on est déjà sur le mois de juillet 2025. Ensuite, il y a 3 mois pour transmettre la stratégie de mise en conformité. Donc, il s'agit ici de déterminer, bien sûr, quel sera le contenu de notre dossier de conformité à NIS 2, quelle est la méthodologie qu'on a adoptée ou qu'on va adopter pour la gestion des risques, quelle méthodologie, quelles sont les mesures que l'on considère comme étant applicables à notre contexte, etc. En plus de tous les éléments relatifs au rôle, à la responsabilité, à la comitologie que l'on doit décrire précisément. Et puis, bien sûr, définir les objectifs clés et importants à travers cette mise en conformité. Quels sont les enjeux pour l'entreprise, quelles sont les parties intéressées, comment l'entreprise ou l'entité au sens large répond à ces attentes, etc. Et puis, il est aussi indiqué que globalement, les entités ont jusqu'à 3 ans pour l'application des règles de sécurité. Bon, ça, c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois, hein, sur les délais. Mais l'idée était que les entités prennent le sujet de manière anticipée, la plus anticipée possible, pour ne pas finalement créer de complications dans le retour en arrière, s'il y a un retour en arrière technico-fonctionnel à faire. Donc voilà, l'idée c'est de se mettre d'équerre en conformité le plus tôt possible. Cela pourrait réduire sensiblement le niveau de risque. Hop. On va passer rapidement sur les obligations d'information. Donc, on a quelques obligations un peu à l'image du RGPD, où on obligeait les entreprises à répondre dans un certain délai lorsque un incident sur les données à caractère personnel survenait. On a la même doctrine, en fait, qui est reprise dans NIS 2. Donc, il y a des notifications d'incidents qui sont catégorisées. On a 3 grandes catégories, perturbations opérationnelles graves des services, pertes financières significatives pour l'entité ou nuisance aux personnes physiques ou morales en causant un dommage matériel, corporel ou moral considérable. Donc, ce sont les critères qui déterminent à quel moment on se doit de notifier donc, les autorités compétentes, avec des délais que vous voyez ici, de 24 heures maximum pour les alertes précoces, 72 heures pour les notifications d'incidents avec mise à jour des informations de l'alerte et la fourniture d'une évaluation initiale de l'incident, comprenant sa gravité, son impact, les indicateurs de compromission, etc., en plus d'un rapport intermédiaire. Et puis le rapport final qui doit être transmis un mois maximum après la notification de l'incident et qui va détailler un peu plus finalement la description de cet incident, ses impacts, le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché cet incident, et qu'est-ce qu'on a mis en place en termes de mesures d'atténuation et quels sont finalement les impacts de ces mesures, hein, si elles sont efficaces, si elles ont répondu finalement, si elles ont permis de résorber cet incident et ses impacts, et puis le cas échéant, l'impact transfrontière de l'incident. C'est-à-dire lorsqu'on a 2 entités en interconnexion ou avec des points d'adhérence, voir quels sont les impacts potentiels sur l'autre entité lorsque l'incident concerne la première entité. Quelques éléments sur la notification aussi. Bon, ce n'est pas non plus complètement incontournable. Je vois que le retour, on va se laisser quand même un petit moment pour répondre à vos questions.
Les contrôles par les autorités, bien sûr, les autorités de contrôle ont mis en œuvre voilà, tout un arsenal qui leur permet de réaliser des inspections de surveillance à distance et, euh, et sur site hein, aussi. On réserve le droit aussi de réaliser des audits de sécurité ciblés de manière régulière sur certains acteurs hein, du marché qui présenteraient on va dire une certaine sensibilité. Donc, dépendamment là aussi du type d'entité, si c'est une entité essentielle, elle sera soumise forcément à un contrôle un peu plus poussé que si l'organisation était considérée comme entité importante ou une de ces entités était considérée comme une entité importante, où là, le contrôle serait un peu plus allégé, mais reste quand même d'un certain niveau de détail, de précision, pour permettre aussi à ces entités, à ces entreprises de rester vigilantes, en dépit du fait qu'elles ne soient pas considérées comme entités essentielles. Quelques obligations en cas d'incident et de non-conformité. On a l'ordre d'informer les acteurs concernés ou les personnes touchées par une cybermenace. On a aussi l'obligation de rendre public les aspects de violation de la directive, mais pas sur l'incident, évidemment. Et l'ordre de mettre un terme à un comportement non conforme, mettre en œuvre l'argumentation, mettre en œuvre les recommandations à la suite d'un audit et garantir la conformité des mesures. C'est des obligations d'une entité, quelle que soit sa nature, qu'elle soit restée importante ou essentielle. Mais ici, les risques et sanctions en cas d'incident et de non-conformité. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir pour gagner du temps, c'est que pour les entités essentielles, on est sur une sanction d'au moins 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, le montant le plus élevé étant celui qui est retenu. Et puis des astreintes afin de contraindre une entité essentielle à cesser une infraction. Pour ce qui est des entités importantes, on est sur des sanctions pécuniaires qui peuvent s'élever à 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Là aussi, le montant le plus élevé est retenu, avec aussi des contraintes d'astreintes qui sont imposées pour voilà, cesser une infraction. Pour terminer, je voulais juste dire 2 mots sur notre façon d'accompagner les entreprises d'ores et déjà sur ce sujet d'importance capitale. Donc on a un accompagnement dit à 360 degrés, qui veut simplement dire que l'on sait les accompagner à partir de la phase d'évaluation de l'applicabilité, savoir si NIS2 s'applique ou non à eux et sur quel périmètre, si elles sont concernées, considérées comme entité essentielle ou importante. Donc, c'est la phase d'évaluation de l'applicabilité qui donne souvent lieu à un audit de conformité, où là, on va réaliser à travers notre grille d'évaluation basée sur les 20 objectifs de sécurité de l'ANSSI, que l'on a listé tout à l'heure, un état des lieux sur le périmètre où NIS2 serait applicable à l'entreprise pour leur fournir finalement une restitution assez précise de leur niveau de maturité et leur prodiguer ou leur fournir à la fin de cette prestation un plan d'alignement, un plan d'action chiffré, priorisé, qui leur permettra de finalement satisfaire les exigences de NIS2 dans des délais assez maîtrisés. On accompagne aussi dans la définition de ce qu'on appelle la stratégie de mise en conformité. C'est un des éléments clés à faire valoir auprès de l'ANSSI, on le disait tout à l'heure, 6 mois après le 17 avril 2025, au moment de l'autodésignation comme entité essentielle et importante. Et puis, on pilote les activités de suivi, de mise en conformité. Tout simplement, on va accompagner dans la mise en œuvre de ces actions, dans la rédaction documentaire. On fait profiter toutes ces entreprises de nos 15 ans d'expérience sur la cybersécurité, sur les sujets connexes à la conformité à NIS2, parce qu'au final, lorsqu'on voit les sujets, il n'y a rien de bien nouveau, si ce n'est une description un peu plus détaillée, une harmonisation entre plusieurs pays. Mais au final, ça reste de la SSI, ça reste de la cyber, avec un degré un peu plus poussé sur la cartographie des risques, sur la démarche d'analyse de risque. Mais au final, on va reproduire les éléments que l'on connaissait déjà en tant que professionnel de la cyber.
et que l'on retrouve dans des standards comme ISO 27001. D'ailleurs, très important d'en parler, dans les textes, donc ce projet de texte, le dernier en date, qui concerne donc la transposition de NIS 2, il est clairement dit que le fait de se mettre en conformité à l'ISO 27001 pouvait présenter une présomption de conformité à NIS 2. Voilà, ça c'est assez structurant. Ça veut tout simplement dire que les entreprises qui se posent la question et en attendant la transposition officielle du texte dans la loi locale, il est possible d'adopter une démarche de mise en conformité ou de certification ISO 27001 pour ensuite ben, voilà, se rapprocher le plus possible de la conformité à NIS 2. Quelques outils donc, que l'on utilise et qu'on met à disposition de nos clients aussi dans ces démarches-là, des outils d'analyse de maturité, des outils cross-référentiels aussi, qui permettent de croiser finalement ISO 27001 avec NIS 2. Ça intéresse particulièrement les entreprises qui sont déjà certifiées ISO 27001 et qui souhaitent basculer sur NIS 2. Ça leur évite de refaire le même travail parce qu'on a déjà une grille d'évaluation croisée qui permet de se focaliser que sur le delta qui sépare ISO 27001 de NIS 2. Et c'est tout. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais juste regarder les questions et répondre à quelques-unes d'entre elles pour respecter le créneau qui nous a été accordé. Donc bonjour. Hop. NIS 2 est une obligation de moyens. En résultat, alors existe-t-il un cadre, framework réglementaire défini pour tout type d'activité économique, service, industrie, etc. Non, enfin, l'obligation de moyens, je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'obligation de moyens du moment que ça reste un texte sanctionnant hein, à des degrés assez élevés, comme on a pu le voir à la fin de la présentation. Il s'agira vraiment de prouver sa conformité strict à cette directive et au texte qui sera transposé. Ça ne laisse pas énormément de choix, sauf si, voilà, pour certaines mesures, si on arrive à justifier la non-application de cette mesure au contexte propre à l'entreprise, hein, un peu à l'image de ce qu'on faisait, de ce qu'on fait déjà, dans ce que l'on appelle la déclaration d'applicabilité dans l'ISO 27001. Il sera très difficile de justifier la non-conformité à ces obligations. De toute façon, quand on parle d'obligations, ça sous-entend qu'on est obligé de les mettre en œuvre et donc ça reste sanctionnant et voilà, une obligation de résultat est attendue. Alors, une association opérant dans le secteur médico-social ayant plus de 250 salariés est-elle considérée comme une entité importante? Donc là, il s'agira, oui, de regarder d'un peu plus près. Effectivement, le secteur le médico-social ne sous-entend pas forcément le traitement de données de santé de manière directe, même si j'imagine qu'il doit y avoir, devait être concerné par le traitement de données type numéro de sécurité sociale, mais peut-être pas sur les éléments, sur la pathologie, sur les natures des interventions, etc. Bref, il faut vraiment voir ça de plus près. Mais a priori, oui, ça en ferait partie, ça serait considéré comme une entité essentielle si vous avez un nombre de collaborateurs qui dépasse les 250 salariés. Mais à traiter avec un peu plus de détails, encore une fois, si vous souhaitez que l'on reparle, on rediscute de cela de manière plus détaillée, n'hésitez pas à compléter le call to action, donc le lien qui a dû vous être transmis pour éventuellement échanger plus amplement ou pour recevoir aussi la présentation. Alors, la date butoir pour la diffusion des règles de NIS 2 devrait être demain, il me semble. Avez-vous des informations si le délai sera respecté? Non, malheureusement, il ne sera pas respecté, c'est sûr. Ça ne sera pas pour demain. On n'a pas de date aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire. On aura peut-être un peu plus d'informations dans les prochains jours, mais on n'a pas de date précise. Encore une fois, ça n'empêche pas d'anticiper un tant soit peu. Donc, sa mise en conformité, les 20 objectifs de sécurité
à notre, enfin, on va dire, selon nous, ne devrait pas énormément changer par rapport à ce qui a été affiché, et publié. Hem, Reste à savoir quelles sont les petites, différences, qu'il y aura par rapport à ce qui est décrit aujourd'hui dans le projet de texte. Alors, Alors, bonjour, pourriez-vous donner d'autres exemples de cyberhygiène? pour le service RH, merci. Alors effectivement, quand on parle de cyberhygiène, ça devrait nous évoquer le référentiel de l'ANSSI, hein, le référentiel de l'ANSSI. Hem, Maintenant pour ce qui est de, voilà, de l'activité du service RH, il s'agit, d'accompagner, enfin au-delà de vérifier les antécédents, évidemment des collaborateurs qui vont intervenir surtout dans le périmètre où le service essentiel ou important est fourni. Il s'agira de vérifier les antécédents. Ça aussi, ça dépendra des pays aussi, parce que chaque pays est régi par des lois différentes. On a plus ou moins la possibilité de le faire, donc rester vigilant aussi sur le degré, de détail que l'on va rechercher. Il s'agira d'accompagner aussi les collaborateurs à se former, à former les collaborateurs, donc déployer le programme de formation, de sensibilisation, des collaborateurs. Il s'agira aussi de prévoir des éléments de sanction en cas de non-respect, de ces, des, des règles, hein, des règles établies, et aussi d'engager la responsabilité des ressources humaines au-delà de la collaboration au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, les engagements sur les confidentialités qui devraient, à la fois régir la relation pendant la présence du salarié, au sein de l'entreprise, mais aussi au-delà, l'engager, même s'il change d'entreprise, il change d'entreprise, engager sa responsabilité, au-delà de sa présence, au sein de l'entreprise. Il y a pas mal de questions. Je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais peut-être en choisir une dernière pour vraiment respecter, le délai. Hem, alors, une dernière d'Abdelaziz. Est-ce que l'application des exigences NIS 2 est proportionnelle comme DORA? Autrement dit, y a-t-il un principe de proportionnalité? Alors le principe de proportionnalité, il est, il il est déterminé ou réalisé ou appliqué, au début même au début même de la démarche. C'est-à-dire au moment où, on sait si on est devant une entité importante ou essentielle, ça va déjà donner un degré, un filtre, un premier filtre sur le niveau finalement, la proportionnalité de l'application de ces exigences, à à cette organisation. Et donc il y a un premier filtre ici. Après, évidemment, oui, après, bien sûr, comme dans toute démarche de mise en conformité, il s'agira surtout de mettre en œuvre les éléments qui vont permettre de couvrir les risques, inhérents ou adjacents à l'organisation. Ce n'est pas s'imposer des règles de sécurité, des mesures qui seraient disproportionnées, mais celles qui vont permettre de maîtriser les risques spécifiques de l'organisation. Et ces risques spécifiques, on les identifie à travers l'activité d'analyse de risque. C'est dans cette logique-là qu'il faudrait suivre, ce parcours. Donc réaliser l'analyse de risque permet de savoir à quel risque, on est confronté, on est, finalement exposé, et quelles sont les mesures pertinentes à mettre en place pour, mieux les maîtriser. Ensuite, il y aura d'autres, facteurs, hein. Il y a les obligations légales, réglementaires, les obligations contractuelles aussi. Donc, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour respecter, par exemple, les SLA, les engagements de service que l'on a sur lesquels on s'est engagé auprès de nos clients, par exemple. Donc là aussi, ça va certainement engendrer des mesures de sécurité complémentaires pour garantir la continuité d'activité et reprise d'activité, et répondre donc, favorablement à nos engagements. Hem, je suis désolé, mais je vais devoir, m'arrêter, ici. Donc une ultime question de Frédéric. Est-ce que la cartographie du périmètre, d'applicabilité de NIS 2 est comparable à la DDA pour ISO 7001? Alors, on peut le considérer, ça en fait partie, la DDA, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est la déclaration d'applicabilité, donc
C'est la liste des mesures de sécurité de l'annexe A de l'ISO 27001, à partir de laquelle on va venir sélectionner ou pas les mesures qui nous concernent. Donc, en justifiant bien sûr la sélection ou la non-sélection de ces mesures de sécurité. Donc, on a 93 mesures de sécurité dans l'annexe A de l'ISO 27001, et à partir desquelles on va venir choisir celles qui vont être applicables dans notre contexte. Et quand je dis applicables, ça répond au point d'avant, c'est-à-dire les mesures qui vont avoir un impact direct ou indirect sur les risques inhérents ou adjacents à l'organisation, des risques qui concernent l'organisation. Donc, c'est ce qui permet de sélectionner, en plus des autres critères qui sont l'obligation légale réglementaire et les engagements contractuels. Mais la cartographie va au-delà de ça, c'est un petit peu un mix entre finalement la démarche de gestion des risques, donc l'analyse de risque, plus effectivement la DDA dans l'ISO 27001. Donc, la combinaison des deux permet de savoir de manière plus précise le périmètre sur lequel s'applique NIS 2, qu'il soit fonctionnel, technique ou physique aussi. Les sites physiques sont tout aussi concernés et doivent être décrits dans le périmètre de l'applicabilité. Et puis aussi les mesures de sécurité qui sont applicables parmi les 20 objectifs, voilà, dire ceux qui sont applicables, comment on les applique, comment on justifie leur application, etc. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore infiniment pour votre forte participation. Je pense qu'on a atteint des pics de 80 participants, ce qui est important pour ce genre d'exercice. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez prolonger la discussion. On y répondra avec grand plaisir. Et puis, si vous souhaitez recevoir le support que j'ai présenté aujourd'hui, n'hésitez pas aussi à le mentionner dans le call to action qui vous a été transmis. Je vous remercie encore une fois et à très bientôt. Au revoir.